Bonsoir les amis, chers auditeurs, merci de participer a cette première émission de ¿Qué onda México? Bienvenidos amigos mexicanos y gracias por estar con nosotros en ese primer programa de ¿Qué onda México? Nous sommes ici au Rouge Bohème Bistro, en Zona Rosa, en plein centre de Mexico, pour enregistrer cette première émission qui sera à la fois culturelle, divertissante et instructive. Alors, nous recevrons tous les mois des invités de marque, des historiens, des écrivains, des artistes, des musiciens, des peintres, des ONG, des associations, des chercheurs, des leaders d'opinion et des entrepreneurs. Des personnalités diverses qui vont nous parler du Mexique, de son histoire et de sa culture. L'idée, c'est de mieux connaître et de mieux comprendre ce pays, ses gens, ses us et coutumes, et de parler d'un autre Mexique que celui de la drogue et des cartels ou de la violence. Alors, vous résidez au Mexique, vous souhaitez y travailler, y prendre par exemple vos retraites, vous serez forcément amené un jour à vous exprimer sur des sujets importants, aussi importants et divers que l'intervention française, par exemple, au Mexique en 1861, ou le fameux Cinco de Mayo à Puebla. Ça, c'est pour le passé, l'histoire et la culture. Et aujourd'hui, quoi de neuf? Que se passe-t-il? ¿Qué onda? Qui sont ceux qui font l'actualité dans la communauté et qui, souvent, malgré eux, continuent à entretenir cette relation entre la France et le Mexique? Alors, des jeunes entrepreneurs, des start-upers, des designers, des architectes, des professeurs des écoles, des chercheurs, des associations, nous essaierons de vous présenter tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont au Mexique, présenter leurs projets, leurs succès, leurs difficultés, différentes personnalités qui viendront nous parler de leur choix de vie, qu'ils soient par défi ou simplement par amour. Alors, nous essaierons également de vous présenter des personnalités, des gens qui ont des informations, des bons plans sur des sujets aussi divers et intéressants comme la santé, les soucis migratoires, l'éducation ou le travail. Puis nous échangerons tous les mois avec un artiste musicien, un peintre, un chanteur, mexicain ou français d'ailleurs, et nous vous présenterons un dossier tourisme en partenariat avec tourimex.com et la revue destinationmexique.com. À noter que nous inclurons dans les podcasts des vidéos, des images et des liens qui nous permettront d'agrémenter nos dossiers, rendront l'émission encore plus intéressante et ce qui vous permettra à vous de poursuivre les débats en direct avec nos invités. Alors, cette émission, que rajouter? D'abord que c'est une soirée également networking, ici au Rouge Bohème Bistro, 29 rue Copenhague, dans la Zona Rosa à Mexico. Une soirée networking qui vous permettra de rencontrer du monde, échanger vos idées, des projets, vos cartes de visite. L'entrée est libre, donc profitez-en. Ça sera tous les derniers jeudis du mois, sauf au mois de décembre, mais pratiquement toute l'année. Alors, nous souhaitons en particulier remercier nos partenaires qui rendent possible cette émission. D'abord parce que nous allons podcaster cette émission sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et nous souhaitons remercier en particulier la Fédération des Alliances Françaises, la Chambre de commerce franco-mexicaine, l'association Mexico Accueil, notre partenaire technique Sumatra Productions, le restaurant Rouge Bohème Bistro dont je vous ai parlé, et puis des supports comme destinationmexique.com, tourimex.com et Olivier Soumamis que je vais vous présenter dans un instant. Bien évidemment, le Grand Journal et toute son équipe, journal sur lequel vous retrouverez tous les mois les podcasts et tous les détails sur les divers invités que nous allons recevoir. Donc, à tout de suite sur le plateau de ¿Qué onda México avec nos invités et en premier avec Olivier Soumamis que je vais vous présenter et qui va m'accompagner sur l'ensemble des émissions que nous allons produire cette année. Merci. Alors, bienvenue à tous sur cette première émission de ¿Qué onda México? Quel est le programme ce soir? Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Lindenberger qui va nous parler de son incubateur qui s'appelle Nova Hub. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous recevrons Sève en voyage, vous la connaissez tous, Séverine, la blogueuse sur le net ici au Mexique. Et puis, pour finir, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Berthe. Olivier Berthe, certains le connaissent, c'est l'importateur et l'affineur de fromage français ici au Mexique. Mais pour commencer, je reçois un ami de très longue date, un spécialiste du management interculturel, il est coach, il est professeur, il est journaliste, c'est un très très bon ami, c'est Olivier Soumamis. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alain, comment vas-tu? Écoute, je vais bien, je te remercie pour cette invitation sur ce concept nouveau et génial. Et donc je suis à ta disposition pour la suite du programme. Alors Olivier, on te connaît aussi pour les soirées networking que tu avais organisées il y a déjà quelques années ici à Mexico. Tu recevais énormément de gens. Le concept était absolument génial et c'est un petit peu ce que nous souhaitons aujourd'hui reproduire. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc
Pendant 4 ans, j'ai organisé une soirée de networking par mois qui s'appelait Mexico Networking, Wine, Art and Business. Donc il y avait ce concept de Wine, Art and Business. Donc on buvait déjà, ouais. Donc déjà il y avait du vin, on présentait le vin qu'on allait boire, rouge et blanc. Et puis il y avait donc de l'art, donc on présentait toujours un artiste qui venait habiller l'endroit où on faisait les soirées. Et puis la partie business, la partie networking qui était l'échange de cartes de visite. Donc j'ai été le premier au Mexique à lancer les soirées de networking. Ça a été un succès. On avait entre 80 et une centaine de chefs d'entreprise qui venaient pour échanger leurs cartes. Passer un beau moment, une coupe de vin à la main. Il y avait un DJ aussi. Donc là, un peu comme ce soir, là, la voilà, petite coupe à la main. D'ailleurs, salut. Salut à la tienne. Et merci. Et donc, il y avait un DJ qui mettait la musique lounge, tranquille. Et puis, le concept aussi, c'était de changer d'endroit tous les mois. Donc, c'était un challenge. Il fallait trouver un endroit différent et des endroits qui n'étaient pas faits pour des soirées de business. Donc on a organisé des soirées dans des gymnases à Reforma 222 par exemple, pour l'inauguration du gymnase qui est au sein de ce centre commercial. On a organisé dans l'agence de BMW sur Masaryk. On a organisé dans une tour en construction sur Reforma. L'architecte m'avait prêté un étage et on était au 16e étage avec la vue sur Mexico, tout en béton. Et on avait tout décoré avec des meubles italiens, design, tout blanc, donc c'était vraiment très bien. Donc, mais je me souviens très bien, il y avait beaucoup de gens qui y allaient, les gens étaient très intéressés par la soirée. Alors justement, c'est ce qu'on veut reproduire actuellement sur cette émission Que Onda Mexico. Bon, il y a à la fois l'émission que l'on va enregistrer, que l'on va passer sur les différents réseaux, mais toi tu souhaites également rajouter ce concept de networking pour que les gens puissent venir, les jeunes, etc., en entrée libre, je le précise, de façon à ce que ça soit le moins cher possible. Tu le souhaites le refaire un petit peu dans le cadre de cette émission? Ben écoute, oui, parce que je pense qu'on est au Mexique. Le Mexique, les affaires se font grâce aux relations. Donc les soirées de networking qui se sont développées depuis, mais en tout cas ce sont de bons endroits pour se faire des relations professionnelles. Dans une soirée de networking, tu peux rencontrer des clients, des fournisseurs, des associés, des employés, des amis. Ouais. Donc je trouve que c'est un concept très mexicain, même si c'est pas né au Mexique, mais c'est quand même un concept très mexicain. Les Mexicains aiment bien lier l'utile à l'agréable dans leur façon de travailler. Et le networking, ça permet ça, de se faire des relations professionnelles. Il n'y a pas de business sans relation. Et donc le networking, ça facilite ce premier contact qui est toujours le plus difficile à avoir quand tu dois l'avoir à froid en passant par le phoning. Ouais, là, on s'est vu, on a discuté, donc le lendemain, je vais te rappeler. C'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite ce premier contact qui est le plus dur à obtenir. Alors justement, là, on est en plein dans le management interculturel, c'est ta spécialité. C'est ce que tu enseignes, c'est ce que tu dans le cadre de tes séminaires. Bon, moi j'ai participé à plusieurs de tes séminaires qui sont particulièrement intéressants. C'est quoi le management interculturel? Alors pour expliquer à nos éditeurs, ici c'est quoi exactement le concept? Bon, tu fais de la formation au niveau des individuels, au niveau des cadres, des entreprises, tu fais des séminaires. Alors c'est quoi exactement le management interculturel? Écoute, le management interculturel, c'est l'art de savoir travailler avec des gens d'autres cultures. C'est l'art de s'adapter à la façon de travailler, de communiquer, de se comporter, de penser, de négocier, de résoudre des problèmes de gens qui viennent de différentes cultures. Donc moi, ce que je fais dans mon quotidien, d'ailleurs là, j'ai été aujourd'hui avec un directeur de chez Danone, pour ne pas citer l'entreprise. Encore une entreprise française. Une entreprise française. Et donc BSN, non un cadre... non, c'est Danone. C'est Danone, ok. Un cadre qui vient d'arriver du Japon, un Français avec sa femme. D'accord, donc lui, il avait déjà eu une expérience interculturelle, mais au Japon. Donc rien à voir avec les Mexicains. Non, voilà. Et donc là, j'ai passé la journée à leur expliquer comment travailler avec les Mexicains, comment s'adapter, comment manager ton équipe de Mexicains, comment négocier avec tes clients, comment communiquer... voilà, c'est toutes les différences culturelles. Au Mexique, c'est très utile parce que les différences, en apparence, ne sont pas fortes, mais en fin de compte, elles sont quand même. Oui, d'ailleurs, moi, dans un de tes séminaires que j'ai suivi, que j'ai trouvé très, très fortement intéressant, tu parlais d'une chose qui était intéressante, c'était que, par exemple, nous, les Français ou les Mexicains, on est tous latins, mais la latinité n'est pas la même. Sur l'échelle de la latinité, on n'est pas les mêmes. Alors, où est-ce qu'on se situe par rapport à son propre profil, je dirais, culturel? Écoute, c'est simple. Nous, Français, on est les moins latins des latins. Ouais. Et les Mexicains, ce sont les plus latins des latins. Ouais, donc c'est terrible. Donc,
dans le monde latin, l'écart culturel entre les Français et les Mexicains est très grand. Maintenant, il y a des pays Alors qui ça sont se traduit encore comment ça? Le fait que par exemple nous Français on est les moins latés des latins, ça veut dire quoi concrètement? Bah écoute, en fait moi j'ai une petite définition comme ça où je dis toujours les Mexicains ils sont comme nous Français mais puissance 10. Ça veut dire qu'ils ont nos qualités puissance 10 et ils ont nos défauts puissance 10. Ah oui. Donc si on parle des qualités, bah, ils sont 10 fois plus chaleureux, c'est des gens qui sont vraiment serviables, chaleureux. Pour la partie positive. Ouais, très hospitalier, spontané. Mikasa et Stukasa. Voilà, ils sont très spontanés dans leur relationnel. Voilà, complètement. Très émotionnel. Voilà. Et puis, si on parle des défauts, ben, là, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que ils ont nos défauts puissance 10. Donc, ils sont beaucoup plus... Ils sont susceptibles. Donc, on est susceptibles, nous, Français, voilà. Mais ils sont plus susceptibles que clairement, nous. Clairement. Voilà, parce qu'ils sont dans l'émotionnel constamment. Constamment dans l'émotionnel. Donc, ça veut dire que dans le management, par exemple, c'est très compliqué. Quand tu as quelque chose de négatif à dire, quelqu'un qui a mal fait son boulot, etc. Oui, un reproche professionnel, voilà, un reproche, qui n'est pas du tout personnel, qui est tout à fait professionnel. Ça va être pris personnellement. Voilà. Le problème, c'est ça va être pris personnellement. Le niveau de susceptibilité est vraiment très très fort, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à comment on dit, sur quel ton de voix tu le dis, devant qui tu le dis. Voilà. Jamais humilier les gens en public, par exemple. Là où nous, Français, ce que moi j'appelle l'humiliation publique, c'est assez courant. On va engueuler celui qui n'a pas fait son boulot, atteint l'objectif ou mal fait son boulot devant tout le monde. On va lui dire son boulot, ça vaut rien, etc. Chose qu'ici tu ne peux pas faire. Donc la susceptibilité, c'est un des points compliqués à gérer pour des managers français, par exemple. Nous, on est très direct dans la façon de dire les choses. Mais ça, c'est très américain, c'est très anglo-saxon d'être très direct. En fait, nous, Français, oui, mais on peut penser qu'on n'est pas tout à fait comme les anglo-saxons. Mais on est très direct dans le côté négatif. C'est-à-dire le côté positif, ce que tu fais bien, c'est normal, tu es payé pour ça. Donc, c'est ton boulot, tu le fais, c'est normal. Ce qui est bien, c'est normal. Voilà, ce qui est bien, c'est normal. Par contre, tu fais quelque chose de mal, alors là, par contre, la guillotine, elle tombe et on est très sec. Donc nous, pour les Mexicains, on est très dur, on est très même grossier. Les Mexicains, ils vont dire, mais mon père, il m'a jamais parlé comme ça. Ouais, ma mère non plus. Voilà, donc il faut vraiment prendre les formes. Voilà, c'est un pays où c'est le monde de la diplomatie. Il faut vraiment rendre les choses les plus jolies possibles. Il faut mettre des fleurs tout autour pour faire passer la pilule. Donc ça, c'est pas simple à gérer. Le fait, par exemple, qu'il soit beaucoup plus latin que nous, ça joue sur la gestion du temps. Donc la gestion du temps, ici, le temps est très flexible. Très extensible, ouais. Donc le temps est approximatif. Ouais. Donc la notion de gagner du temps, de perdre du temps, le temps ici n'a pas une valeur monétaire. Time is money, ici, c'est pas un concept que les gens intègrent. Donc arriver en retard, c'est pas un problème, etc. Donc là aussi, pour les Européens, pour les Américains, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile à gérer. Ahorita, le fameux ahorita, non, mais tu sais pas quand c'est ahorita, en fait. Ça peut être ahorita. Ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut être jamais. Ça peut être jamais. Voilà. Donc voilà, c'est quelques... Bon, alors moi, j'ai remarqué une chose aussi, c'est qu'entre Français et Mexicains, il y a quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est que nous, les Français, on commence toujours nos phrases avec « non, mais tu sais, on est dans la négative », alors que les Mexicains, c'est toujours « si, sabes que, voilà. si ». Alors ça se traduit comment concrètement, ça veut dire quoi en fait ? Il faut savoir décoder parce qu'au Mexique, on te dira jamais non. Enfin, il faut jamais dire jamais. Il y a toujours des contre-exemples. Bien sûr. Mais le non n'existe pas. Dire non, c'est quand même grossier, c'est difficile. Ouais. On ne dit pas non en face, comme ça, directement, comme nous, on le fait directement. Donc, il faut savoir décoder le oui, parce qu'il y a le oui qui dit oui et il y a le oui qui dit non. Ouais. Donc, tips pour décoder. Le oui qui dit oui, où la personne est sincère, il a vraiment envie que ça se fasse. Oui, en clair, il y a le oui, le peut-être, mais le non n'existe pas, donc il faut tout interpréter. Voilà, mais donc le oui qui dit oui, c'est le Mexicain qui va te mettre la pression parce qu'il veut que les choses se fassent tout de suite. Voilà. On va co-investir ensemble pour monter une usine, on signe le contrat, on est d'accord, le Mexicain a envie, le lendemain, il veut que l'usine, elle soit montée. Ouais, c'est tout de suite. Voilà. Maintenant, le oui qui dit non, c'est un oui où ça traîne. C'est-à-dire que là, le Mexicain ne va pas te mettre la pression, c'est toi qui vas devoir rappeler pour savoir quand on met la première pierre. Et puis, le Mexicain va dire, écoute, rappelle-moi la semaine prochaine parce que là, je pars aux États-Unis. Et puis, tu vas rappeler la semaine prochaine, la secrétaire va te dire, écoute, là, il est en réunion, laisse-moi tes coordonnées, il va te rappeler, il va pas te rappeler. Et puis, c'est ce que j'appelle moi la stratégie du mort, c'est-à-dire qu'il va laisser traîner jusqu'à ce que toi, tu te fatigues. Et que toi, tu comprennes que finalement, c'était non. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Voilà. Ça, c'est le oui qui dit non. Alors, donc, le ça oui traîne qui dit non. et ça traîne et ça ouais, traîne. Ça, c'est très, très difficile à gérer. Alors, pour des Français ou des étrangers qui arrivent au Mexique,
Quels sont les conseils rapidement que tu pourrais donner à des étrangers qui arrivent au Mexique et qui s'installent? Bah, écoute, pour des étrangers qui arrivent au Mexique, il faut être très patient, il faut être tenace, il faut être constant et il faut être très patient. Il faut être aimable. Une règle, le premier qui s'énerve a perdu. Donc il faut toujours rester, il faut être zen. Il faut être zen. Voilà, c'est surtout la patience. L'obstination qui fait que les choses se font. Les choses se font, mais c'est plus long et c'est plus lent. D'accord. Donc ça veut dire que c'est plus cher. L'investissement est plus fort. Et plus long. Et plus long. D'accord. Bon, bah très bien. Donc là, c'était Olivier Somamis qui nous a accompagnés. Olivier qui va m'accompagner aussi sur l'ensemble de nos interviews. Il va en particulier s'occuper des interviews économiques, le monde des affaires, l'entrepreneur du mois, puisque c'est un grand spécialiste, donc on lui donnera la parole. Donc on se retrouve tout à l'heure, dans un instant, avec nos premiers invités, qui sont donc nos invités de Nova Hub, un incubateur qui travaille entre la France et entre Marseille et Mexico. A tout de suite, merci. Le monde des startups et des accélérateurs français et mexicains au Mexique représente un nouveau souffle dans nos économies respectives. Jeunes, brillants, talentueux, ingénieux, voici la génération des millennials qui, sans complexe, investissent dans des projets plus fous, novateurs et intéressants les uns que les autres et soutenus par des structures solides et compétentes pour les aider à franchir les étapes compliquées de leur croissance et les propulser à l'international. Entre Blablacar, qui a investi sur Rides, une plateforme de covoiturage mexicaine fondée en 2010, ou le groupe Webmedia, premier groupe média sur le divertissement online, vous connaissez tous Allociné en France, et qui poursuit son expansion au Mexique et partout en Amérique latine, c'est toute une économie nouvelle qui s'installe en ville et des Mexicains qui rêvent d'internationalisation. Et c'est justement une de ces structures que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Nova Hub Center, un excellent support international, un accélérateur de startups présent à Marseille, Miami et Mexico, reconnu comme étant un fort impact par l'INADEM, la plus haute autorité gouvernementale en matière d'entrepreneuriat et d'innovation au Mexique. Alors bonjour Laurent Lindenberger, bonjour Betsabe, bienvenue sur l'émission Que Onda Mexico et parlons un petit peu de start-up et d'accélérateur. Olivier. Oui, tout à fait. Donc, merci Laurent et Betsabe d'avoir accepté notre invitation à participer à ce programme. Et l'idée, voilà, c'est de présenter Nova Hub. Alors donc Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la naissance de Nova Hub, d'où ça vient, où ça a été créé, et puis comment êtes-vous arrivé au Mexique? Pourquoi le Mexique? Bonsoir. Alors, nous avons créé Nova Hub il y a environ 5 ans à Miami, sur un marché qui était assez fort puisque la tendance aujourd'hui, à l'époque aussi du marché américain était New York, San Francisco. Nous on s'est positionné sur Miami, qui est un endroit quand même très important sur la partie européenne, sur la partie française et sur la partie latino. On a créé donc l'accélérateur il y a environ 5 ans. Nous sommes arrivés ensuite au Mexique il y a environ 3 années. On a créé le programme aussitôt. Il est en place depuis environ 2 ans. Et on a créé récemment le programme de Marseille depuis 1 an, la France, qui aujourd'hui est un programme relativement important, puisque là, on fédère ces 3 villes, ces 3 pays, pour la simple et bonne raison que c'est un accélérateur international. On emmène les startups d'un pays vers l'autre. Donc c'est du in, c'est du out. Okay, donc les gens qui se trouvent, les startups premium que nous sélectionnons au Mexique, ou en Amérique latine, ou en Colombie, ou Chili, viennent sur le marché mexicain avec le hub, partent sur le marché américain via Miami, ou Canada aussi, puisque l'on est en train d'ouvrir le Canada. Et actuellement, on a pris l'option Marseille depuis 1 an. Où là, Marseille, comme vous connaissez, c'est une ville assez sympa, Méditerranée d'ailleurs. Surtout très dynamique. Et très dynamique aujourd'hui, parce qu'en termes d'innovation, ils sont très très forts. Et on a été très bien accueillis dans l'écosystème. Et puis, il ne faut pas oublier que la Méditerranée, Marseille, c'est la Méditerranée, c'est l'accès sur c'est l'accès sur l'Afrique du Nord, c'est l'accès sur le marché, le Middle East. Le bassin méditerranéen. Voilà, l'Afrique, etc. Ouais. Donc c'est un nouveau marché aussi pour les startups qui viennent aussi du Mexique et de l'Amérique latine ou des États-Unis. Voilà. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. On a des compagnies françaises ou européennes qui viennent aussi sur des programmes à Miami, aux États-Unis, et sur le marché mexicain, qui est la porte d'entrée aujourd'hui sur l'Amérique latine, il faut le dire. Oui, Nova Hub Center surge, como bien lo dice Laurent, como un puente de innovación para acelerar startups de base tecnológica y que tienen impacto global
en cualquier sector. Podemos hablar de startups que están impactando el sector clean tech, startups que tienen de base tecnologías disruptivas, y la visión y la misión de Laurent y bueno, también mía, de crear este proyecto es de basarnos en México, respondiendo a tu pregunta, Olivier, sí. Es que México hoy representa un puente a la América Latina, y hoy las startups en América Latina están un poco en desventaja versus a las startups del primer mundo, de la Europa, de Estados Unidos, de Canadá, pues que cuentan con acceso a grandes portafolios de inversión, a portafolios de Venture Capital, pues que las hacen verdaderamente competitivas a nivel global. Y viendo esta desventaja para el talento de la América Latina, nosotros decidimos crear este puente de innovación en México, como hoy el segundo spot más importante en generación de innovación de la América Latina, a fin de poder acompañar en términos de soporte y consulting, y al mismo tiempo con inversión a estos talentosos chicos y a sus proyectos. Y entonces, han llevado, ya tienen, me platicó Laurent que ya tienen como 5 empresas o 4 empresas mexicanas que ya han llegado a Marseille. Sí. ¿Qué tipo de empresas son? O sea, son startups, pero ¿qué significa startup? O sea, tecnología, ¿qué tipo de tecnología? Okay. ¿Qué están llevando? Ok, perfecto. Hoy, afortunadamente, pues este puente está concretado, contamos con la infraestructura en términos de vinculación para que estas startups, que hoy son las más reconocidas dentro de la América Latina por países, o sea, lo mejor en tech startups que hay, que ha generado, que han ganado galardones, que demuestran que tienen tracción, que han penetrado el mercado, que tienen una gran fuerza comercial, que tienen un equipo complementario, que tienen líderes que realmente pueden llevar a este siguiente nivel de impacto global estos negocios, como hoy pues está muy en boga lo que es Airbnb, Uber, plataformas de este tipo de base tecnológicas. Nosotros nos encargamos de, en un concepto muy estricto de selección, elegir a estos líderes. ¿Son muchos candidatos? Hemos hoy, para elegir 6 startups, analizado 180 startups en México. Ah, es bastante. Sí, de las mejores. Lo importante acá es que necesitamos ese perfil integral del líder para saber que esta plataforma que hoy se toma como de base Marsella, ¿por qué está pasando hoy en el ecosistema francés? ¿Por qué el ecosistema francés hoy está siendo el más fuerte, el más relevante a nivel mundial? Porque es un ecosistema que te permite acceder a fondos públicos para levantamientos de capital. Que haya apoyo, pues. C'est très important. Très important. L'espace économique de ces startups, il est vraiment bien dirigé. D'autant plus que nous, on est très dur dans la sélection. C'est pas qu'on est dur, mais naturellement, on prend des startups premium qui ont minimum 2 ans d'exploitation, qui sont vraiment en place. On est dans la fintech, dans l'IoT. Nous sommes dans le marketing digital, dans la réalité augmentée et virtuelle. Et effectivement, on a aujourd'hui quelques entreprises à Marseille installées dans l'un des endroits les plus magnifiques de Marseille. On est à côté des terrasses du port. Ça s'appelle la Maison de l'Innovation, gérée par la ville de Marseille et la métropole. Vous êtes sur les docks? Voilà, on est sur les docks. Exactement, un bel endroit d'ailleurs, un très très bel endroit. Et finalement, voilà, ces startups se sont adaptés, ces entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont des équipes à gérer, qui ont des plans. Donc il y a des soutiens, il y a des aides. Effectivement, alors il y a des aides qui sont importantes parce qu'il faut savoir quand même que la France, depuis l'élection du président Macron, il a vraiment renforcé aujourd'hui l'activité start-up. On appelle ça la Startup Nation, ok. Et donc aujourd'hui, tout un programme est réalisé financièrement pour que les compagnies viennent via la BPI, la Banque publique d'investissement. Et ça, ce sont des aides au niveau national, mais au niveau régional aussi. Alors, il y a des aides principalement nationales. Nationales. On est quand même sur le plan national, voire même international, parce qu'il y a des aides européennes aussi aujourd'hui, bien sûr. Mais surtout, on va dire en région, il y a le conseil régional, il y a le conseil général aussi qui donne un grand coup de main. Nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, au niveau des startups, on présente des programmes
Donc on arrive avec un programme, on s'installe, on a tout un programme des consultants, on a un développement à proposer, création d'une compagnie française sur place, création d'emplois, création de taxes futures, etc. Donc toute l'économie, tout l'écosystème est en place pour nous accueillir. Et donc on a un partenariat avec la ville de Marseille, avec la métropole, où ces gens nous accueillent d'ailleurs dans 7000 m². Bon, ce ne sont pas nos bureaux sur 7000 m². On a 400 mètres quand même, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, ce qui est déjà bien. Et là, on est acteur avec des gens comme CMA CGM qui ont leur propre The Box accélérateur dans le maritime. Et l'Occitane, que vous connaissez, qui est dans le monde entier, qui ont un laboratoire, un LAPS, dans l'innovation pour les... Et vous êtes au même endroit? On est au même endroit, tout le monde est au même endroit, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est génial. Il y a vraiment, c'est une pépinière, pour reprendre un peu le mot, d'entreprise dans l'innovation et dans la technologie. Et là, on est sur l'international, nous, parce qu'on amène un programme un peu particulier, bien sûr. Et puis, voilà, c'est un changement de culture pour le côté ça, c'est... latino que Olivier connaît bien Ouais, sur cet aspect. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus, c'est-à-dire que vous qui naviguez entre Marseille, Miami et Mexico, vous, au niveau des start-upers, vous faites des différences? Il y a des différences, je sais pas, sur les projets, sur les personnes. Il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Oui, parce que l'adaptation ne doit pas être facile. Voilà. Les Mexicains qui arrivent à Marseille, non, mais je veux bien que ce soit le sud, il fait beau, il y a du soleil. Non, mais ça se passe comment pour les Mexicains qui... Bon, c'est pas... Je pense que la sélection est importante au départ. Ouais. Après, bon, quand tu es entrepreneur, Donc, tu as on des est sur ans du haut d'activité. niveau, on est sur des Généralement, gens, on est sur des gens qui ont déjà une qualité, enfin, qui sont qualifiés pour pouvoir partir à l'international. Ils sont vraiment en place. Ils arrivent sur le marché. C'est à nous après à les former, à les éduquer sur le marché, parce que c'est un autre marché, on est en euros, on est sur un marché français évidemment, européen, 27 pays, donc c'est aussi autre chose. Il ne faut pas oublier aussi qu'on réalise les visas, parce qu'aujourd'hui un étranger qui arrive sur le territoire français, comme partout d'ailleurs dans le monde, on a un visa talent que l'État français produit, okay, qui est l'équivalent environ de 4 ans de commande. C'est un visa talent, business, un peu côté un peu... C'est un peu le visa vacances-travail qu'on a nous au Mexique, mais voilà, pour les jeunes. Mais là, vacances-travail. Là, c'est plutôt pour les professionnels et voilà, pour les investisseurs. Voilà, pour des gens qui sont qualifiés pour pouvoir rentrer sur le marché. Et ça, attention, parce que ça leur donne vraiment une possibilité comme un entrepreneur français. Voilà, ils sont exactement sur le même niveau, sur le même step. Ouais. Ça, c'est très important. Yo creo que ça es muy importante, es muy importante, que expliquemos el modelo, porque el modelo va en las direcciones, en múltiples direcciones, ¿no? Hay una estrategia para tomar como plataforma, como puente de innovación. Se abre esta invitación a startups de todo el continente americano, pues desde Canadá hasta a la Patagonia, ¿no? Hasta Argentina, y para crear este puente de innovación desde Marsella, y por supuesto esto se hace de manera bilateral. Invitamos a todos estos sectores relevantes que van a impactar el mercado de América Latina, estos sectores que vienen de Francia. Entonces contamos con la infraestructura para también vincular, acompañar e invertir en startups francesas, pues que bajo un análisis y bajo un estudio de benchmark competitivo, podemos decir definitivamente hay que ganar tiempo y tienes que impactar el mercado de la América Latina, y ahí las bases son pues en Canadá, Estados Unidos y México como países que son los mercados más relevantes, más importantes para llegar e impactar el mercado latinoamericano. Entonces este puente de innovación es bilateral. Apoyamos el desarrollo de las startups francesas en el continente americano. Hoy estamos lanzando el hub, el espacio en Calgary. El gobierno de Alberta nos invitó con este proyecto porque es una iniciativa que va más allá de Francia, sí. Pues ahorita ya están en Canadá. Ya estamos en Canadá, tenemos un director de innovación con 2 personas que están iniciando el proyecto. El gobierno de Canadá nos está apoyando con la comunicación, abriendo esta convocatoria a startups canadienses que están pues súper abiertas a abrir esta relación. C'est la même chose pour les startups françaises ou européennes qui veulent venir au Mexique. On a le même programme. Aujourd'hui, sur le premier trimestre 2019, on a 4 compagnies, 4 startups premium qui sont capitalisées en Europe, en France, et qui vont venir au Mexique. Donc le Mexique est vraiment l'entrée pour l'Amérique latine. Okay. Bon, et votre, en 1 minute, donc il nous reste 1 minute,
Votre relation avec l'INADEM, qu'est-ce que ça vous apporte, l'INADEM, ou cette reconnaissance de l'INADEM? Bueno, esta relación nos ha permitido hoy hacer una certificación con una pues, metodología de aceleración cuando hablamos de la parte en una etapa más temprana. Hoy nosotros, esta convocatoria actual es como parte de nuestra estrategia operativa. Nosotros estamos ya trabajando con startups premium, como les llama Laurent, startups consolidadas, startups que para poder ser competitivas a nivel global necesitan una inversión y un acompañamiento para poder ir de Francia a la Unión Europea, África del Norte, a Canadá y Estados Unidos. Pero lo que hoy está pasando con el INADEM es que podemos hoy, bajo un programa de aceleración y una metodología reconocida en México, como certificados en México, tomar proyectos desde una idea, pasarlos a un proceso de incubación y luego a un proceso de aceleración. El soft landing es el siguiente nivel de la aceleración. En la innovación hay etapas. Entonces, hoy estamos en la última etapa de la innovación y el mercado y el segmento que estamos trabajando son las startups ya consolidadas, que ya pasaron un proceso de aceleración. Con el INADEM hoy nosotros estamos certificados, también estamos en Francia reconocidos dentro del ecosistema francés como una aceleradora internacional francesa, que es súper también importante. Para poder brindar de la manera más profesional todos estos acompañamiento y consulting para poder desarrollar un proyecto desde una idea hasta un negocio. Hasta la realización. Bueno, pues ya entendimos muy bien lo que es Nova Hub. Si quieren más informaciones, ahorita les vamos a poner en la liga con toda la información. Se pueden comunicar en francés con Laurent, en español con Betsabe o con Santiago, también que trabaja en el mismo grupo. Estamos muy contentos, muy felices de haber recibido esa pareja también internacional, ¿verdad? Sí. Aquí en México, y bueno, pues les deseamos muchísimo éxito y hasta la próxima. Gracias. Ahorita vamos al jingle. Gracias. Nous sommes sur notre deuxième capsule ce soir de l'émission Que Onda Mexico avec Olivier Soumamis, mon ami journaliste, Olivier Berthe, qu'on va vous présenter dans un instant, qui est le directeur de Savoir et Caractère, importateur de fromage, et puis mon amie Séverine, Sève en Voyage, que vous connaissez tous, dont je vais faire une petite introduction. Elle aime son pays et sa culture, la France, mais aussi la culture du pays où elle vit actuellement depuis plus de 5 ans, le Mexique. Sa chaîne YouTube cherche à rapprocher ces deux nations et leurs histoires, et son blog fait un carton sur le net. Séverine a interviewé Elena Poniatowska, nous a fait découvrir le métro de Mexico, les chiens aztèques, Solos, alors comment on dit, Le Solo Escuincle. Le Solo Escuincle. Elle nous a promenés sur un marché mexicain et enseigné des gros mots. Elle est jeune, comique, curieuse de tout, provocatrice, un peu impertinente. Je vous présente Séverine du blog Sève en Voyage. Bonsoir Sève, comment estás, amiga? Ça va. Alors ce soir, tu vas nous parler de quelque chose un peu spécial puisque tu avais fait une vidéo l'année dernière sur El Día de los Muertos. Oui, le jour des morts. Le jour des morts. Donc tu vas nous parler un petit peu. On a une très belle décoration que nous a offert nos amis ici de Bohème, comment ça s'appelle, Rouge Bohème Bistro. Une très très belle décoration. Donc tu vas nous en parler un petit peu del Día de los Muertos. C'est quoi el Día de los Muertos au Mexique alors? El Día de los Muertos, c'est une tradition typiquement mexicaine. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure fête pour comprendre un petit peu plus du Mexique. Exactement. Et c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Halloween. Les gens ont tendance à confondre. C'est une tradition typiquement mexicaine qui se démarque d'Halloween en fait. Donc le jour des morts, c'est issu directement du métissage. Parce que avant l'invasion espagnole, les Aztèques allaient déjà plusieurs fois par an sur la tombe de leurs morts. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils ont dû s'adapter aux coutumes, mais en même temps évangéliser. Et les Espagnols aussi, dans certaines régions d'Espagne, ils avaient l'habitude d'aller faire le pan de animas, ça serait un peu comme le pan de muertos, pour offrir aux morts. Donc ça a été vraiment un mélange et c'est comme ça qu'est né le jour des morts. Ok.
Oui, parce que les Espagnols, en fait... alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du calendrier, que ça soit avec les Aztèques, à l'époque des donc l'histoire préhispanique, ou à l'époque des Espagnols, ça coïncidait, les calendriers coïncidaient plus ou moins entre la fête des morts des Aztèques et puis ce qu'on appelait nous aussi la fête des morts, en fait, au niveau des Espagnols, quoi. On était proches au niveau des calendriers. Oui, exactement. En fait, les Aztèques avaient un petit jour des morts pour les enfants, en fait. Et quelques jours plus tard, 20 jours plus tard, ils fêtaient le jour des morts comme tel. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils se sont rendus compte que leur calendrier coïncidait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jour des morts se fête sur 3 jours. C'est la fusion de ces deux calendriers, en fait. Alors les 3 jours se décomposent. Alors je crois qu'il y a le jour des enfants. Le jour des enfants. Alors des jours des enfants qui ne sont pas baptisés. Exactement. Et après, il y a les jours des enfants qui sont baptisés. Hein, et puis le 3e, c'est le jour des adultes, en fait, qui est le 2 novembre. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté là ce soir? Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses là sur la table. On a un très bel hôtel. Là. Alors, par exemple, ça, c'est quoi alors? Par exemple, alors, pour nos amis qui ne connaissent pas ou qui n'habitent pas au Mexique. Bon, pour ceux qui n'habitent pas au Mexique ou qui habitent au Mexique mais qui ne sont pas encore familiarisés, ça, c'est la calaverita. Donc la calaverita, c'est un crâne, une tête de mort littéralement, et c'est un motif qui revient pour cette occasion, pour le jour des morts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Mexique, on peut le trouver de sucre, comme c'est le cas, donc c'est tout comestible, d'amarante. Bah, c'est comestible, mais bon, c'est que du sucre. Tu peux avoir un coma diabétique, ça c'est sûr. D'amarante. Et là, j'en ai amené qui sont au chocolat. Voilà. Alors, le chocolat qui est mexicain aussi. Oui, et donc la calaverita, donc ce que je viens de vous montrer, c'est une chose. Et le maquillage que je porte, c'est le maquillage de la Catrina. Et ce sont deux choses totalement différentes. Alors la Catrina, tu peux nous en parler? C'est José Guadalupe Posada, oui. C'est Aguascalientes. C'est quoi le concept de la Catrina? Donc la Catrina, c'est un personnage qui est né, comme vient de le mentionner Alain, de la main de José Guadalupe Posada, qui est un graveur de la fin du 19e, début du 20e, et qui lui a créé le motif de la Catrina comme une satire de la société porphyrienne de l'époque. C'était pour se moquer. Voilà, donc on critiquait à l'époque la dictature de Porfirio Díaz, et puis notamment ces femmes métisses qui s'habillaient à l'européenne. C'était l'idée de la Catrina, qui s'appelait d'ailleurs la Catrina Garbancera. La Calavera Garbancera. La Calavera Garbancera, exactement, au départ. Oui. D'accord. Et donc je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aller à Aguascalientes, il y a son musée. Et Aguascalientes, en plus d'avoir le musée de José Guadalupe Posada, il a aussi le musée national de la mort. J'ai pu le visiter il n'y a pas longtemps et c'est vraiment intéressant parce que ça offre une vision globale de la philosophie des Mexicains par rapport à la mort. Alors justement, moi j'avais une question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer cette relation tellement particulière des Mexicains vis-à-vis de la mort? On parle de la fête des morts. Donc c'est une fête, alors que nous en France c'est plutôt triste, la c'est mort, un deuil. C'est un deuil. Oui, Ici c'est la fête, donc pourquoi on fête la mort? Pourquoi c'est joyeux? C'est une bonne question parce que quand je suis arrivée, c'est quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention et je pense que pour tous les Français qui arrivent ici, qui le vivent pour la première fois, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, c'est une autre vision de voir la mort. Une relation à la mort. Ah oui, c'est complètement... Déjà, il faut savoir à la base que les Mexicains ont un sens de l'humour très particulier, assez noir. Ils rient de tout. Donc en France, je ne sais pas si ça serait encore possible, on n'est plus autant des proches. Mais ici, oui, on se moque de la mort, on se moque de tout. Et de cette relation spéciale, avec cet humour un peu picaro, comme on dit ici, bah, ils en jouent. Ils se disent, mais comment la mort, ça fait partie de la vie. Donc il faut qu'on fasse avec autant qu'on la fête. Et c'est vrai que c'est assez surprenant pour nous les Français parce que en plus cette philosophie elle est accompagnée, ils la mettent en pratique d'une façon que nous on ne comprend pas forcément. Quand ils vont au cimetière, ils amènent le mariachi. J'ai déjà vu des gens qui vont boire de la tequila sur la tombe de quelqu'un. Oui, ils amènent à manger et les offrandes, ils amènent le plat aussi pour le mort dans sa tombe et ils vont manger avec lui en fait. Oui, c'est ça. Alors justement, une espèce de communion. Oui, c'est une communion avec la mort, parce que pour eux, c'est pas un deuil comme pour nous, c'est plus, on ferme un cycle pour en commencer un autre. Ouais. Okay. Alors justement, on va passer ton vidéo là tout à l'heure qui dure à peu près 5 minutes.
ça s'est passé où? Tu as filmé où ce vidéo sur la fête des morts qui est actuellement, je le rappelle, sur son blog Sève en voyage sur YouTube? Oui. Alors, on l'a filmé l'année dernière, je crois que c'était le 1er novembre, à Mixquic. Donc Mixquic, c'est un petit village qui est dans le sud de la ville de Mexico. Et on y est allé, et c'est très réputé parce que son cimetière est vraiment folklorique en fait. Et il y a d'autres endroits au Mexique. Alors on parle de Pátzcuaro, qui est le haut lieu dans l'état de Michoacán pour le Dia de los Muertos. Il y a d'autres endroits où on peut se déplacer, où on peut aller voir effectivement les Mexicains se recueillir sur ces tombes. Oui. Toi, tu proposes quoi comme lieu, par exemple, comme destination? Je pense que Oaxaca, ça doit être... Oaxaca. Oui, ça doit être pas mal, parce que j'ai une amie qui est à la maison là et qui vient d'y passer. Elle dit qu'il y avait beaucoup de préparatifs, elle a pu voir un défilé, tout ça. Personnellement, j'y suis pas allée, j'aimerais beaucoup. J'ai juste fait le jour des morts à la ville de Mexico, à Mixquic. Mais je pense faut vraiment faire la différence entre le jour des morts touristique, donc on te vend beaucoup Mixquic, on te vend beaucoup Pátzcuaro, Janitzio à Michoacán, mais je pense que même si tu vas par exemple dans un petit cimetière de village, c'est quelque chose qui est plus sincère comme célébration. Ouais, d'ailleurs, quand on va à Pátzcuaro, autour du lac de Pátzcuaro, à Janitzio, en face, il y a des petits villages comme Tzintzuntzan qu'on retrouve vraiment, là on est dans l'authenticité la plus complète. Alors je voudrais juste remercier un petit artisan de Tepoztlán qui nous a offert, alors ça c'est une courge, ça s'appelle la chilacayata, et en fait c'est un fruit. Alors les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent l'intérieur de cette courge, ils mettent les bougies, ils mettent une petite corde, et c'est avec ça qu'ils vont demander Halloween, comme nous on connaît, avec cette courge. Alors bon, je voulais juste en parler parce qu'en fait, c'est de la pâte de fruits, on en sort de la pâte de fruits. Et puis il a gentiment gravé à la main Que Onda México avec une petite tête de mort, donc on le remercie, et ça vient de Pátzcuaro. Merci Séverine pour, à vous pour cette intervention. Et donc on va rejoindre maintenant Olivier Berthe sur cette deuxième partie de cette seconde capsule. Merci, à tout de suite. Salut les copains, c'est le 1er novembre, le jour de la fête des morts au Mexique, et aujourd'hui on va voir pourquoi cette fête nous fascine autant. Car c'est la fête mexicaine la plus représentée et la plus connue à l'étranger. Mais avant ça, on va se mettre dans l'ambiance. Je suis prête pour vous emmener faire un petit tour au cimetière de Mixquic, un village du sud de la ville de Mexico qui est reconnu pour sa célébration du jour des morts. La première fois que j'ai assisté au jour des morts au Mexique, j'ai été assez surprise. C'est-à-dire que ça change de ce qui se passe à la Toussaint en France. Il n'y a pas ce caractère solennel qu'on connaît chez nous. Ici, on ne va pas au cimetière sur la pointe des pieds. On y amène la musique, les couleurs et la fête. Parce que les familles savent que leurs défunts auraient voulu qu'on se souvienne d'eux avec joie. Comme une image vaut plus que 1000 mots, je vous laisse voir par vous-même. Qu'est-ce que c'est exactement l'offrande dans le contexte du jour des morts au Mexique? Une offrande, c'est un petit autel à la mémoire d'un mort et sur lequel on met une photo du mort en question et où l'on amène aussi des plats ou des boissons qu'il aimait. Parce que la croyance veut qu'ils viennent le manger le jour des morts. En fait, c'est une façon poétique de se souvenir de lui et de lui rendre hommage. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut même être ton animal de compagnie. En fait, peu importe qui c'est, l'important c'est l'invitation a la fête des morts. Y todo eso me llevó a preguntarme, cuando yo muera, ¿qué me gustaría que me llevaran? O sea, ¿qué tipo de ofrenda me gustaría que me hicieran? Me gustaría que me tocaran con mariachi la de ay, 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 canta y no llores. Y si me tienen que tocar en francés, sería ne me quitte pas
A nivel de comida, yo creo que del lado mexicano no pueden faltar los chilaquiles bien picositos. Y para mi lado francés no puede faltar el queso bien apestoso, tipo Camembert, Roquefort, Bleu d'Auvergne. Eso sí, no es negociable. Y si no me lo llevan, si no me lo ponen, les vendrá a jalar las patas de noche, ¿eh? Hablando de comida, les quería platicar acerca de las delicias gastronómicas que encontramos en esta época del año, como es el pan de muerto. Es un pan de dulce, es esponjosito, viene espolvoreado de azúcar y su sabor puede ser de canela, de naranja, de chocolate, de crema y bueno, hay para todos los gustos. Esos se supone son los huesos del muerto y ahí me los voy comiendo, muy rico. Approbado et recommandado ampliamente. Après le pan de muerto, on a aussi les calacas. Littéralement, c'est les têtes de mort. Ça peut être de sucre, de chocolat, d'amarante. Et moi, ce qui attire le plus mon attention là-dedans, à part le fait que si tu en manges deux, tu tombes en coma diabétique, c'est que tu peux mettre ton nom dessus ou le nom de quelqu'un que tu connais. Tu peux la dédicacer à mon frère, à mon daron ou à qui tu veux, à un ami. Et donc, tu peux lui-même lui mettre des petits surnoms marrants. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Une autre chose typique de cette époque de l'année, c'est les calaveritas. Les calaveritas, c'est des petits poèmes en rime dans lesquels le personnage principal essaye par tous les moyens d'échapper à la mort. Mais bon, la faucheuse obtient toujours ce qu'elle veut. Alors si je devais définir le style des calaveritas, je pense que ce serait un petit peu comme mélanger l'ironie de La Fontaine et le tragique de Baudelaire. J'en ai écrit une pour l'occasion, enfin j'ai essayé d'en écrire une. C'est sans doute la première en français. Je vous laisse la découvrir, je vous laisse le link dans la description et elle sera sur ma page Facebook. La Catrina sí es 100% mexicana. Había un grabador de finales del siglo XIX y a principios del XX, que es la época del dictador Porfirio Díaz. Su nombre era José Guadalupe Posada. Fue quien dibujó la Catrina y él usaba el motivo de la Catrina para denunciar la hipocresía de la aristocracia porfirista. De hecho, al principio la Catrina no se llamaba así, se llamaba la calavera garbancera. Y la Catrina, pues usaban esta palabra para designar a alguien que era muy elegante y bien vestido. Si retomamos todos los puntos que hemos visto en el video, pues se ve que la tradición del Día de los Muertos sí traspasó la frontera mexicana. No es una cosa nada más de hoy, pasa desde hace mucho tiempo. Pienso sobre todo en Sergei Eisenstein, quien había rodado en México Viva México justamente, el último Pixar que se llama Coco, y por último creo que sí hay también que hablar de Tim Burton, que fue el director extranjero que fue lo más influenciado por la estética del Día de los Muertos y lo reconoció. Au fond, le jour des morts, c'est ça, mort. Je sais qu'un jour tu vas venir me chercher, comme tu es déjà venu chercher des gens que j'aimais. J'espère bien sûr que ça sera le plus tard possible, mais en attendant, viens et on passe un bon moment ensemble. Voilà, c'est déjà fini, on en a pris plein la vue, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes venu au Mexique et vous avez vécu ici le jour des morts, vous pouvez me commenter et je serai contente de lire votre expérience. Vous savez que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sève en voyage, et que vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Au revoir et on se voit bientôt. Nous sommes de retour sur l'émission Que Onda Mexico pour cette deuxième partie ce soir avec Olivier Berthe. Alors je vais te présenter rapidement. Il est né en France et rien ne le destinait à vivre et à travailler au Mexique. Mais en 1999, il décide d'étudier 1 an à l'université de las Américas de Puebla. Ensuite, tu continues avec des études de droit, une maîtrise en commerce et d'administration d'entreprise en France. Et tu reviens au Mexique en 2008 avec un projet de te lancer dans l'importation et la distribution de fromage qui est ta passion.
En 2009, tu fondes Sabor et Caractère, une entreprise qui propose une variété de fromages et de produits gourmets importés, extra fins, soigneusement sélectionnés pour une clientèle de choix, qu'ils côtoient lors des dîners, dégustations, des masterclass et autres événements que tu organises. En 2014, tu ouvres ta première boutique en plein centre de Polanco, Mexico, et tu lances le concept du Cheese Club, une première dans son genre au Mexique qui livre à domicile tous les mois des produits gourmets et des fromages. En 2017, Sopexa Mexique te sollicite pour devenir le porte-parole d'une campagne de promotion des fromages européens. Et en 2018, tu intègres l'équipe de la 3e édition du CIRA comme maître de cérémonie de la route des fromages et vins et responsable du pavillon des dégustations. Au Mexique depuis 2009, l'entreprise Sabor et Caractère offre une variété de produits gourmets extra fins et sélectionnés avec le plus grand soin. Vous êtes des spécialistes sur des produits français comme les vins et les fromages et vous proposez aujourd'hui plus de 100 étiquettes de vin et de petits propriétaires et plus de 30 fromages sur 2 canaux de distribution, l'un dirigé vers les particuliers et l'autre vers une clientèle de professionnels. Bonsoir Olivier et merci de nous rejoindre sur l'émission Que Onda Mexico. Merci. Je pense que j'ai fait un peu le résumé de ta carrière au Mexique. Voilà, donc on peut rentrer chez nous. Non, donc moi je suis particulièrement content de recevoir mon tocayo ici à cette émission. J'ai connu Olivier il y a pas mal de temps, c'était en 2007-2008. 2007-2008, je venais juste d'arriver à Mexico. Voilà, donc en fait on a parlé tout à l'heure de mes anciennes soirées de networking et Olivier était encore en France. J'étais encore en France et on s'est connus sur ma première soirée de networking et tu venais faire ton étude de marché en fait. Exactement. Tu avais déjà l'idée en fait je suis assez... j'ai voulu t'inviter parce que je suis assez admiratif. On est tous très admiratifs de ce que tu as fait au Mexique. Messieurs. Non, c'est vrai, parce que clairement, quand il m'a dit qu'il allait importer des fromages français au Mexique, je me suis dit, waouh, ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Et puis en fin de compte, ça marche super bien. Donc déjà, je te félicite. Et puis, alors j'aimerais savoir déjà comment naît l'idée d'importer des fromages français au Mexique. Pourquoi le Mexique et quel a été le process? Alors, c'est une longue histoire le Mexique, comme le disait Alain tout au début. En fait, je suis venu étudier au Mexique en 99-2000. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le pays. Tu as découvert le pays, quoi. T'as comme aimé beaucoup, le pays. Comme beaucoup ici à cette table. Et étudiant au Mexique, ça donne une flexibilité pour faire des déplacements, visiter un peu. Et en fait, le pays m'a vraiment touché. Et à l'époque, pour le coup, en 99-2000, il n'y avait absolument pas d'offres fromagères importées. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Je l'avais dans un coin de la tête sans vraiment avoir de... T'as eu du flair, quoi. Mais attends, mais pourquoi... J'avais surtout la dalle. Mais tu es fils de berger ou comment tu arrives au fromage? Alors, je suis pas fils de berger, mais même si de temps en temps on met des bérets sur les événements. Mais en fait, je suis passionné par l'alimentaire, je suis passionné par la convivialité et ce qu'on fait avec les amis. Je sais cuisiner, mais je suis pas un grand cuisinier. Et en fait, depuis toujours, à la maison, chez moi, on partage des plateaux de fromage avec des copains. Dans ma vie d'avant, je travaillais plutôt beaucoup et j'avais pas trop le temps de faire la cuisine. Et donc le schéma, c'était on va à la maison, on fait un apéro, on partage du vin, du fromage, de la charcuterie. Chacun amène un truc et puis voilà. Et puis en fait, petit à petit, chez moi, c'est devenu un peu la maison où on mangeait du bon fromage. Et puis un jour, un copain me dit, mais si tu vas au Mexique, vas-y, fais un truc dans l'alimentaire, fais un truc dans le fromage. Je dis qu'ils étaient gentils, mais qu'il y a peut-être avoir un petit problème d'importation et tout. Et puis petit à petit, en fait, ce qui était l'idée d'une comida corrida à la française, qui était un peu l'idée de départ, j'ai voulu avoir une zone de chalandise plus importante, toucher des gens avec des produits qu'on puisse amener à la maison, qui soient simples à partager. Et puis, je suis resté sur le vin, le fromage, la charcuterie, sans un point fixe. Parce qu'en fait, la particularité de ce tu fais caractère... plus que le fromage. Je veux dire, tu n'es pas que dans le fromage. Tu fais du vin, tu fais de la charcuterie, tu fais du saucisson d'ailleurs. Parce que beaucoup de gens nous demandent où est-ce qu'on trouve du saucisson au Mexique. C'est la seule chose qu'on ne trouve pas. Voilà, donc tu fais du saucisson, tu fais de la saucisse. Donc toute l'idée, en fait, c'est d'apporter des produits un peu partout dans le Mexique. Donc on est itinérant. Aujourd'hui, en 2014, on a une boutique, mais au départ, on fait que des petits marchés itinérants à droite à gauche. On a grandi. Je suis allé te voir à Guadalajara il y a des années de ça. Oui, il y a des années, tu m'avais rejoint à Kiki, qu'on avait fait un événement. Et en fait, on faisait des événements pour développer une zone plus importante de clientèle. Et puis après,
on a l'idée de créer le Cheese Club, qui est en fait une façon de livrer à domicile dans toute la République. Alors avant de parler du Cheese Club, c'est quoi l'organisation? Enfin, je veux dire, tu importes tes fromages, tu affines au Mexique, tu produis au Mexique, comment ça se passe? Étapes. En fait, c'est plusieurs étapes. L'étape de départ, c'est vouloir importer. Ouais. Et puis très vite, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Ouais. Et qu'en fait, plus que la complication de l'importation, on a besoin d'avoir un marché existant pour pouvoir écouler les produits. Et donc, en fait, on se dit, voilà, on va faire appel à des professionnels de l'importation qui vont, eux, importer les produits. Et nous, on va les distribuer à un réseau de particuliers. Et en fait, on n'a jamais touché au départ les professionnels, on est toujours sur du particulier. Alors attends, ces particuliers, c'est tes clients, c'est qui? Mes clients, c'est toi, c'est Alain, c'est... Mais c'est dans le pourcentage mexicain, français? Ouais, c'est la communauté. 90% de Mexicains, 10% de Français. Ah oui, ouais. donc une grande majorité de Mexicains quand même. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire que Mais des Mexicains qui ont les moyens, qui habitent à Mexico ou partout dans le Mexique des Français, enfin des particuliers qui sont mexicains, qui ont les moyens. Pas que, il y a aussi des gens qui ont C'est envie cher de... c'est plus cher qu'en France, oui, mais par rapport au service apporté, c'est pas extrêmement cher. Ouais. En gros, ça veut dire moyenne que en moyenne, c'est 1000 pesos le kilo. 1000 pesos, un peso le gramme. À peu près, ouais. D'accord. Sauf que derrière ça, il y a des personnes qui n'ont pas à prendre un billet d'avion pour aller en France. Parce que la plupart des Français... On se fait plaisir quand on achète tes fromages. Les Français Pourquoi j'ai peu de Français? La raison est assez simple. La première, c'est que ils ont l'habitude de rentrer régulièrement en France, donc ils ramènent leur fromage. Ils ont une valise plus que diplomatique. Ouais. Et en fait, chacun fait son importation. Et puis... on trouve des produits à Mexico aussi, donc on peut trouver des produits chez plein de... C'est pas la qualité de savoir ça, caractère. le thermomètre made in USA ou Hollande, oui, c'est quand mais même... savoir et caractère, c'est un quand même un palliatif. niveau... Voilà, donc je pense qu'on n'est pas vraiment concurrentiel, sauf que voilà, c'est un réseau de distribution, et nous on s'attaque à des Mexicains qui, eux, pour le coup, rentrent pas en France une fois ou deux fois par an, qui aiment les bons produits, qui savent de quoi on parle et qui ont conscience que ce qu'on leur propose, c'est une prestation complètement unique à Mexico. Parce que l'entreprise, elle a grandi depuis 10 ans, et donc 9 ans. Et donc, en fait, entre le moment où on commence à distribuer des produits et aujourd'hui, où on fait du sourcing direct de produits français, espagnols, italiens, hollandais, mexicains... Diversifié. On a diversifié sur différents pays européens. On a une cave d'affinage à Mexico, là, on vient dans la de goûter Roma. un fromage italien, là. Sensationnel, le taleggio. Ah ouais, on aurait dit ce que je te disais tout à l'heure, un pont fromage l'évêque. qui pue, ouais. Ah ouais, un pont l'évêque vraiment excellent. Et en fait, l'idée, c'est même pas que ça ressemble à un pont l'évêque, c'est que c'est un vrai taleggio. Oui, c'est ça, c'est un fromage que je connaissais pas. On apporte de la variété et pour les Mexicains et pour les étrangers français ou internationaux qui sont là. Aussi, et puis l'idée, c'est de trouver des produits mexicains produits ici avec des standards de qualité hyper artisanaux mais de très haut niveau, de les affiner dans notre cave d'affinage. Donc vous faites ça au Mexique. Donc on fait ça au Mexique et aujourd'hui on se retrouve à avoir une clientèle, y compris de restaurateurs, qui viennent nous voir en disant on voudrait vendre tes produits à nos clients, merci de nous sourcer. Et en fait on a complètement changé la donne et là on est dans la phase où on a les volumes suffisants de distribution et où on est en train de mettre en place notre propre importation avec nos propres producteurs en France pour amener des produits qu'on ne trouve pas ici en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu nous as amené alors par exemple? Non, attends, avant. Donc tu as créé aussi un autre concept génial et différent, c'est le Cheese Club. Donc concrètement, ça marche comment le Cheese Club? Alors le Cheese Club, c'est une promesse pour des consommateurs, c'est recevoir 36 fromages différents sur un an. Donc l'idée c'est 3 par mois. Donc il y a 3 formules, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ouais. Nous, l'engagement, c'est qu'on livre 750 grammes de fromage, divisé en 3 fromages, avec des fiches techniques, l'explication d'où ça vient, comment c'est élaboré, les vins qui vont avec. On propose les vins également. On propose une espèce de box gourmet, quoi. C'est une box fromagère. C'est une box, j'ai une question, c'est une box surprise. Par exemple, les gens qui la... Ah, c'est nickel. Ah, c'est génial. C'est une box surprise de façon à ce que
chacun est sa surprise. Que le français est sa surprise, le mexicain est sa surprise. Et mon engagement personnel, c'est 36 fromages différents, affinés à cœur, sur un produit ultra premium qui doit être consommé dans les 15 jours. Voilà. Donc, avec la box, on a du fromage pendant 15 jours, et puis ensuite... tu peux l'avoir un peu plus, Ouais. mais en gros, la Plus promesse... des vins, plus des vins, voilà. parce que tu fais aussi les On vins. propose des associations vin et fromage, D'accord. ou vin et alcool. Puis autour de ça, on propose tout un univers aux sociaux du club. Donc on leur propose des invitations à des dîners, à des cenas maridajes, à des tournois de golf. On leur propose tout un univers autour, un univers plutôt de partage, de générosité, où on essaie de mettre en place de la convivialité autour du produit et de leur donner de l'authenticité, voilà, pour avoir des produits différents. Donc ce soir, par exemple, on a amené quelques produits. Il y a du comté, qui est quand même un fromage emblématique. Voilà, donc ça c'est du comté. Voilà. On c'est de la a fourme. un morbier. Un morbier. Les deux, je les ai mis sur le même plateau parce qu'ils viennent de la même région, c'est D'accord, Franche-Comté donc ça, pour les deux. donc je le montre à nos amis mexicains. Ça c'est C'est un fromage de 40 kg à la base. voilà, c'est un comté, c'est du lait d'été, c'est du lait d'hiver. Alors ça c'est un lait d'été, C'est un lait d'été. on n'est pas loin d'avoir 20 mois. C'est un beau produit. Provar. Après on a... hop. Y mettre les doigts ça donne du goût. Merci. Ah oui, donc c'est magnifique tout ça. Après là on a du gouda aux truffes. On Ça a de l'emmental, non les petits cubes c'est du gouda aux truffes. Ça c'est du boudin, ok. On a de l'emmental. Ça c'est de l'emmental, ouais, donc ça c'est très traditionnel On français. a C'est à mourir, hein, je vous le dis. C'est vraiment de trop la bon. fourme d'Ambert. Je goûte pour vous, hein. Et puis ici, on a 3 fromages un peu différents. Un taleggio italien, lait de vache. On a un gouda Alors, qu'on tout à l'heure a... justement, avec un des techniciens qui regardait le fromage, tu lui as fait goûter, il te demandait quel vin il fallait boire avec. Ouais. Tu lui as dit qu'il pouvait boire un blanc. Idéalement, Un vin blanc. le vin blanc va très très bien avec le fromage. Il y a un bon équilibre d'acidité. Donc c'est pas penser que c'est que du vin rouge avec les fromages, je sais pas. c'est une ineptie. C'est et de façon éducative, moi j'ai grandi avec un plateau de fromage et du vin rouge. Ouais. Mais je moi pense aussi, que ouais. j'ai vécu dans l'erreur pendant des années. Ah oui. Et en fait, il y a des très bons fromages qui vont avec des... Avec un comté par des exemple, rouges. qu'est-ce que tu proposerais Un vin, si tu peux, un vin jaune. Un vin jaune, un vin de Savoie. Là, tu es vraiment sur un vin du Jura, un vin oxydatif. Après, tu peux proposer aussi un chardonnay, ou tu peux proposer... Mais c'est un petit peu trop... plutôt sur un vin l'acidité, jaune, quoi, en ouais. gros. Après, sur le morbier, pareil, avec la fourme d'Ambert, moi j'irais plutôt sur des vins de dessert, tu vois, rouge, un Porto serait complètement l'affaire, un Porto blanc, un Porto rouge, ou sur des vins un peu comme le Pedro Jiménez, qui est vraiment un vin qui est très consommé au Mexique. Après, avec la truffe, moi je pense qu'avec la truffe, une tequila, ça va très très bien. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment de la fusion. Avant de finir, est-ce que tu peux nous parler des fromages mexicains? Oui. Parce qu'on parle tout le temps des fromages français. Bon, on sait qu'on a les meilleurs fromages du monde. Ouais, avec les Italiens. Mais Oh là là. c'est quand même le Et les Mexique, Espagnols, le un pays de manchego. fromage aussi. Alors le Mexique est un produit de fromage et le Mexique est un pays de consommateur de fromage également. Et en fait, c'est un des pays où on mange le plus de fromage, le Mexique. Ah oui. Tous les fromages fundidos, les quesadillas, les trucs, Ah oui, c'est vrai, tout ce oui. que tu mets surtout. Il y a quand même une consommation. C'est un Hier, bon on a public. fait des tacos avec du fromage fondu. Après, sur les fromages mexicains, il y a quand même des fromages formidables. Il y a des pyramides de chèvre vers Querétaro, vers Celaya. Il y a quand même des fromages qui ont gagné des concours internationaux, genre meilleur fromage de brebis affiné plus de 36 mois, produit au Mexique, qui a gagné un concours à Londres l'année dernière. Il y a des choses formidables. Mais on les trouve où ces fromages, en dehors de savoir et caractère? C'est un peu la c'est compliqué, problématique, non? c'est qu'en fait ils sont très peu distribués et qu'il faut aller les chercher, gagner la confiance de façon à leur assurer aussi un réseau de distribution, parce qu'ils ont du mal à s'engager sur des volumes de production trop importants. Il faut vraiment leur acheter la production concrètement, donc il faut avoir le réseau de distribution derrière. Il y a des fromages comme le Locosingo qui est du Chiapas, comme le Cotija qui est hyper connu, mais même le Oaxaca, le quesillo de rancho, moi je suis fan. Ah ouais, j'adore.
vraiment très bon. Il y a vraiment des très belles choses. Ok. Olivier, si on veut te rencontrer, si on veut te trouver, on va où? Donc à Mexico déjà, on peut aller à la boutique. Ouais, alors on a une boutique qui est Alexandre Dumas 125, à l'angle avec Mazarik à peu près. D'accord, donc Alexandre Dumas. Ouais. Voilà, ça on m'y trouve pas forcément, mais les fromages ils sont tout le temps. Ouais. Voilà, ça c'est une certitude. Après on fait 150 événements, 150 week-ends d'événements par an. Donc on est quand même sur énormément d'événements. Week-end sur 3, vous êtes sur Mexico. Là actuellement, le week-end du 11 novembre, on a, je crois 14 événements en même temps. On en a beaucoup, sur pas mal d'endroits dans la ville. On nous trouve boutique en ligne. Donc sur saboretcaractère.com. Ouais. Donc la boutique en ligne, ça fait pas très très longtemps. Toutes les infos sur le Cheese Club, où là on peut avoir son petit fromage à domicile. Ouais. Ça c'est plutôt sympathique. Alors ça coûte combien le Cheese Club? Ça coûte 1000 membre à l'année. Ça coûte 1200 pesos par mois. 1200 pesos et c'est par le même mois. prix pour fromage et vin. Fromage. Et okay. Là, tu reçois 750 grammes de fromage à domicile. D'accord. Que tu habites en province. Et ça, à niveau national, niveau national. Donc, je suis à Guadalajara, je suis à Cancun, je peux commander. Ouais. Tu envoies par Estafeta, on reçoit les fromages. C'est plus rapide qu'Estafeta même. C'est plus rapide qu'Estafeta. On envoie par FedEx. FedEx. Le top. Et voilà, bon, donc c'est une bonne approche pour trouver les fromages. Et puis après, il y a quand même un fromage que j'aime beaucoup et qui est tout à fait de circonstance, c'est la mimolette. C'est le fromage français le plus mexicain qui existe. Il est coloré avec de l'achioté. Donc ça, c'est quand même un donc c'est un vrai fromage. C'est un vrai fromage fusion. C'est un vrai fromage franco-mexicain. Ouais. Voilà. C'est comme le piment d'Espelette dans le Pays Basque. Exactement. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et puis, et je pense que c'est ce qu'on peut. En plus, les Mexicains sont plutôt fans de bière ou de tequila. C'est un fromage qui va parfaitement avec des bières ambrées ou des bières sombres. Ah oui, génial. Ça, c'est un très beau produit, une belle association franco-mexicaine. Merci Olivier, merci d'être venu sur l'émission. On te rappellera very soon. Très volontiers. As soon as possible. ASAP. Et puis. Maintenant, on va déguster. Bah ouais, on va déguster. Et puis, je remercie Olivier. Et Olivier, c'est un modèle pour les jeunes qui sont entrepreneurs. Il démontre que vraiment tout est possible. Et félicitations. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est la fin de notre première partie. On va enregistrer la seconde. Cette première sera diffusée sur un premier podcast, première émission d'1 heure. Et puis la deuxième partie que l'on va enregistrer là tout de suite, elle sera rediffusée dans 15 jours. Merci Olivier. Merci Alain. Tocayos. Merci Séverine. Et puis on te retrouve le mois prochain. Tu seras avec nous de toute façon, Séverine. Ok, merci et à tout de suite. Jingle. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous savez traduire votre éminente gastronomie en une référence. Vous savez séduire le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France! Vive le Mexique!
tierra, del occitano. Dentro de esta cápsula de Nespresso está México. Su tierra fértil. Sus manos llenas de pasión. Y el mejor café. Para lograrlo, Nespresso implementó con Rainforest Alliance un programa para 1,700 productores mexicanos, capacitándolos en buenas prácticas agrícolas y de conservación del medio ambiente, reconociendo así la calidad del café mexicano y exportándolo a más de 60 países. Nespresso, creando valor compartido en México.